L'océan Atlantique s'étend devant vous comme une étendue bleue sans fin. Des millions de personnes le traversent chaque année, admirent ses côtes, nagent dans ses eaux. Mais presque personne ne sait vraiment ce qui se cache sous sa surface. Ce que vous voyez n'est qu'un rideau, qui masque l'un des spectacles les plus extraordinaires de notre planète. Imaginez un monde où des montagnes plus hautes que l'Everest percent le fond marin, où des volcans crachent de l'eau plus chaude que du plomb fondu, où des créatures qui semblent venir d'un cauchemar errent dans l'obscurité éternelle, et où reposent des milliers de navires avec leurs trésors, leurs histoires, leurs secrets. L'Atlantique n'est pas simplement un océan, c'est un monde parallèle que nous commençons à peine à comprendre. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de cet empire liquide. Nous allons découvrir comment est né ce géant, ce qui se cache à des milliers de mètres sous les vagues, et pourquoi certains endroits de l'Atlantique semblent avaler navires et avions, comme si de rien n'était. Préparez-vous, car ce voyage va vous montrer l'océan Atlantique sous un jour que vous n'auriez jamais imaginé. Avant de commencer cette exploration, abonnez-vous à la chaîne et appuyez sur j'aime pour ne pas manquer nos prochaines plongées dans les mystères de notre planète. L'histoire de l'océan Atlantique commence il y a environ 200 millions d'années, dans un monde que vous ne reconnaîtriez pas. À cette époque, tous les continents que nous connaissons aujourd'hui ne formaient qu'une seule masse gigantesque qu'on appelle la Pangée. Imaginez pouvoir marcher de l'Australie jusqu'en Europe sans jamais voir un océan. C'était la réalité de la Terre au temps des dinosaures. L'Amérique et l'Afrique étaient collées l'une contre l'autre, comme deux pièces d'un puzzle. L'océan Atlantique n'existait tout simplement pas. Mais sous la surface de ce supercontinent, quelque chose d'immense se préparait. Au cœur de la Terre, à des milliers de kilomètres de profondeur, le magma bouillonnait et se déplaçait dans d'énormes courants. Ces rivières de roches fondues créaient des pressions gigantesques qui poussaient contre la croûte terrestre. Petit à petit, ces forces titanesques ont commencé à fissurer la Pangée. Les premières fissures étaient minuscules, à peine visibles. Mais année après année, siècle après siècle, elles s'élargissaient. Le continent unique commençait à se déchirer comme un tissu trop tendu. Il y a environ 180 millions d'années, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Des volcans se sont mis à jaillir le long de la ligne de fracture. Ce n'étaient pas des volcans ordinaires, mais des géants, qui crachaient des quantités de lave si immenses qu'elles couvraient des territoires entiers. Une mer de feu liquide s'étendait sur des milliers de kilomètres. La lave s'écoulait, se refroidissait, créait une nouvelle croûte océanique. Et entre l'Amérique et l'Afrique, un espace commençait à apparaître. Un espace qui allait devenir l'océan Atlantique. Ce processus n'était pas rapide selon nos standards humains. Les continents s'écartaient de quelques centimètres par an, soit la vitesse à laquelle poussent vos ongles. Mais sur des millions d'années, ces centimètres se transformaient en kilomètres, puis en milliers de kilomètres. L'eau des océans qui entouraient la Pangée commençait à s'infiltrer dans cette nouvelle fissure géante. Au début, c'était un détroit étroit, puis un golfe, puis une mer, et finalement, un océan à part entière. Les scientifiques peuvent aujourd'hui reconstituer cette histoire en examinant les roches au fond de l'océan. Plus on s'éloigne de la ligne centrale de l'Atlantique, plus les roches sont anciennes. C'est comme lire un livre géant écrit dans la pierre. Les roches près des côtes américaines et africaines ont presque 200 millions d'années. Elles se sont formées quand l'océan n'était qu'un mince ruban d'eau. Les roches au centre de l'Atlantique, elles, n'ont que quelques millions d'années. Elles continuent de se former aujourd'hui, poussant les continents toujours plus loin les uns des autres. Et ce processus continue encore maintenant, sous vos pieds, même si vous ne le sentez pas. Mais cette naissance violente de l'Atlantique n'était que le début, car au fond de cet océan se trouve quelque chose d'encore plus spectaculaire, quelque chose qui façonne notre planète depuis des millions d'années et qui continue son œuvre à chaque instant. Au fond de l'océan Atlantique, loin de tout regard humain pendant des millions d'années, s'élève la plus longue chaîne de montagnes de la Terre. Elle s'appelle la dorsale médio-atlantique, et elle est si immense qu'elle ferait passer les Alpes ou l'Himalaya pour de simples collines. Cette chaîne sous-marine s'étire sur 16 000 km, du nord de l'Islande jusqu'au sud de l'Afrique. Si vous pouviez vider l'océan comme une baignoire, vous verriez une cicatrice géante qui traverse tout l'Atlantique, du nord au sud. Mais cette dorsale n'est pas une simple montagne. C'est une blessure vivante de la planète. Imaginez une plaie qui ne guérit jamais, qui crache constamment du sang neuf. Sauf qu'ici, le sang est de la roche fondue qui jaillit des entrailles de la Terre. Au centre de cette chaîne de montagnes court une vallée, une déchirure dans la croûte terrestre, large de plusieurs kilomètres. Et dans cette vallée, le plancher océanique se fabrique en direct. Le processus est d'une violence inouïe. Le magma monte des profondeurs à des températures qui dépassent 1000 degrés. Quand il entre en contact avec l'eau glacée de l'océan, il se solidifie instantanément dans un choc thermique brutal. La roche craque, siffle, se déforme. Des explosions de vapeur se produisent.
de nouvelles roches basaltiques se forment à chaque seconde. Et ces roches neuves poussent les anciennes sur les côtés, exactement comme un tapis roulant géant. C'est ce qu'on appelle l'expansion des fonds océaniques. Chaque année, l'Amérique et l'Europe s'éloignent l'une de l'autre d'environ 2 à 3 cm. Cela semble dérisoire, mais multipliez ces centimètres par des millions d'années, et vous comprenez comment un océan entier peut naître. Dans 100 millions d'années, l'Atlantique sera bien plus large qu'aujourd'hui. New York et Paris seront encore plus éloignés qu'elles ne le sont maintenant. La dorsale médio-atlantique n'est pas une ligne droite et lisse. Elle est hérissée de pics volcaniques, coupés par des failles gigantesques, brisés en segments qui se décalent les uns par rapport aux autres. Certains de ces volcans sont actifs et crachent encore de la lave. D'autres sont éteints depuis des millions d'années et se sont effondrés, créant des vallées sous-marines profondes de plusieurs kilomètres. La topographie de cette région ressemble à un paysage de cauchemar sculpté par des forces titanesques. Et parfois, très rarement, cette chaîne de montagnes sous-marines perce la surface de l'océan. L'Islande est l'exemple le plus spectaculaire. Cette île volcanique est littéralement la dorsale médio-atlantique qui émerge au-dessus des flots. Vous pouvez y marcher sur la frontière entre les plaques tectoniques américaines et européennes. Le sol tremble régulièrement, des geysers explosent, de la lave coule lors d'éruptions qui transforment le paysage en quelques heures. L'Islande vous donne un aperçu de ce qui se passe constamment sous l'océan, loin des yeux humains. Mais la dorsale cache un autre secret, peut-être encore plus extraordinaire, car le long de cette chaîne de montagnes, dans les endroits les plus improbables, la vie a trouvé un moyen de prospérer dans des conditions qui devraient être absolument mortelles. En 1977, des scientifiques américains exploraient le fond de l'océan près des îles Galapagos avec un submersible. Ils s'attendaient à découvrir un désert stérile, un monde de roches nues battues par des courants glacés où rien ne pouvait survivre. Ce qu'ils ont trouvé a changé notre compréhension de la vie elle-même. Des cheminées géantes crachaient de l'eau noire surchauffée, et autour de ces cheminées grouillait une abondance de vie comme ils n'en avaient jamais vu. Ces structures s'appellent des sources hydrothermales, et ce sont parmi les endroits les plus étranges de notre planète. Imaginez une cheminée de pierre, haute de plusieurs dizaines de mètres, qui vomit de l'eau à plus de 400 degrés. À cette température, l'eau devrait bouillir instantanément, mais la pression énorme des profondeurs marines l'en empêche. L'eau reste liquide, mais surchauffée, chargée de minéraux dissous qui la rendent aussi noire que de l'encre. Quand cette eau rencontre l'océan glacé qui l'entoure, les minéraux précipitent et construisent les cheminées, pierre par pierre. Mais le plus incroyable, ce n'est pas la physique de ces sources, c'est la vie qui les entoure. Des vers tubicoles géants, longs comme votre bras, ondulent dans les courants. Ils n'ont ni bouche ni estomac, et pourtant, ils prospèrent. Comment font-ils ? Ils hébergent des bactéries dans leur corps. Ces bactéries mangent les composés chimiques qui jaillissent des cheminées et transforment ces poisons en nourriture. C'est ce qu'on appelle la chimiosynthèse, l'exact opposé de la photosynthèse que font les plantes à la lumière du soleil. Autour de ces vers grouillent des crevettes par millions. Elles n'ont pas d'yeux, car dans ces abysses, la lumière n'existe pas. À la place, elles ont développé des organes sensibles à la chaleur qui leur permettent de détecter les panaches d'eau chaude. Des crabes albinos, des poissons translucides, des moules géantes colonisent chaque centimètre de roche autour des sources. Cet écosystème entier fonctionne sans un seul rayon de soleil. Il tire son énergie directement des entrailles de la Terre. Les scientifiques ont découvert des dizaines de ces oasis hydrothermales le long de la dorsale médio-atlantique. Chacune abrite des espèces différentes, parfois uniques à ce seul endroit. Certaines créatures vivent exclusivement dans ces environnements et mourraient instantanément si on les déplaçait de quelques kilomètres. Cette découverte a bouleversé nos théories sur l'origine de la vie. Peut-être que la vie sur Terre n'a pas commencé dans une mare chaude à la surface, mais dans les profondeurs océaniques, près d'une source hydrothermale pareille à celle-ci. Les sources hydrothermales ne sont pas éternelles. Elles naissent, vivent et meurent. Quand le volcanisme qui les alimente se déplace ou s'éteint, l'eau chaude cesse de jaillir. Les cheminées refroidissent et s'effondrent. Les créatures qui en dépendaient meurent ou migrent vers d'autres sources actives. Mais de nouvelles sources apparaissent constamment, ailleurs, le long de la dorsale, créant un réseau changeant d'oasis de vie dans le désert abyssal. Ces découvertes nous rappellent à quel point l'océan Atlantique reste mystérieux. Nous explorons ses profondeurs depuis à peine quelques décennies, avec des technologies dignes du XXIe siècle. Et pourtant, chaque plongée révèle des merveilles que nous ne soupçonnions même pas. Mais parmi toutes les découvertes faites dans l'Atlantique, l'une reste gravée dans la mémoire collective de l'humanité. Par une nuit glaciale d'avril 1912, le paquebot le plus luxueux jamais construit glissait sur les eaux calmes de l'Atlantique Nord. Le Titanic transportait plus de 2000 passagers et membres d'équipage.
On l'avait surnommé l'insubmersible. Quelques heures plus tard, il reposait au fond de l'océan, brisé en deux, emportant avec lui plus de 1500 vies. Le naufrage du Titanic est devenu une légende, mais l'histoire de son épave est tout aussi fascinante. L'épave du Titanic repose à 3800 mètres sous la surface. C'est si profond que vous pourriez empiler 9 fois la tour Eiffel avant d'atteindre la surface. À cette profondeur, la pression est écrasante, environ 400 fois celle que vous subissez à l'air libre. C'est suffisant pour aplatir un sous-marin comme une canette de soda. La température de l'eau avoisine le point de congélation, et la lumière du soleil ne pénètre jamais jusqu'ici. Le Titanic gît dans les ténèbres éternelles. Pendant 73 ans, personne ne savait exactement où reposait le navire. Les recherches se succédaient sans succès. L'Atlantique Nord est immense, et ses profondeurs impitoyables. Puis, en 1985, l'océanographe Robert Ballard a découvert l'épave. Ses caméras sous-marines ont révélé un spectacle à la fois magnifique et terrifiant. La proue du navire se dresse encore fièrement sur le fond marin, comme si elle tentait de percer l'obscurité. Mais à 800 mètres de là, la poupe gît sur le flanc, complètement disloquée, méconnaissable. Les deux sections du navire sont entourées d'un champ de débris qui s'étend sur des kilomètres. Des chaussures, des bouteilles de champagne, des valises, des morceaux de charbon, des éléments de la coque jonchent le fond océanique. Ces objets racontent l'histoire de la descente catastrophique du Titanic. Quand le navire s'est brisé à la surface, son contenu s'est répandu dans l'eau comme les graines d'un pissenlit emportées par le vent. Les objets les plus lourds sont tombés rapidement. Les plus légers ont dérivé avec les courants avant de se poser. Mais ce qui rend l'épave du Titanic vraiment unique, ce sont les organismes qui l'ont colonisée. Des bactéries mangeuses de métal dévorent lentement la coque du navire. Elles créent des formations qu'on appelle des rusticules, des stalactites de rouille qui pendent du métal comme des glaçons orangés. Ces bactéries transforment l'acier en oxyde de fer qui se dissout dans l'eau. Les scientifiques estiment que dans quelques décennies, le Titanic aura complètement disparu, réduit en poussière de rouille. Autour de l'épave vivent des créatures des abysses. Des poissons rats, avec leurs yeux globuleux, patrouillent entre les débris. Des anémones de mer s'accrochent aux rambardes. Des crabes fouissent dans la boue. Le Titanic est devenu un récif artificiel, un oasis de vie dans le désert abyssal. Mais cette vie accélère aussi sa destruction. En mangeant le métal, en s'accrochant aux structures, les organismes fragilisent l'épave année après année. Les plongées vers le Titanic sont rares et dangereuses. Seuls quelques submersibles au monde peuvent atteindre cette profondeur. Chaque descente prend des heures. Les visiteurs disposent de quelques heures seulement pour explorer avant de devoir remonter. Mais ces expéditions ont permis de récupérer des milliers d'artefacts. Des bijoux, de la vaisselle, des instruments de musique, des lettres. Chaque objet est un fragment d'histoire qui nous relie aux passagers du Titanic. Pourtant, l'épave garde encore des secrets. Des parties du navire n'ont jamais été explorées. Des salles restent inaccessibles, leurs portes scellées par la pression et la corrosion. Que contiennent-elles ? Des trésors ? Des documents historiques ? Nous ne le saurons peut-être jamais, car chaque année qui passe, le Titanic s'enfonce un peu plus dans la boue et se décompose davantage. Le temps efface lentement ce témoin d'une tragédie qui a marqué l'humanité. Mais le Titanic n'est qu'une épave parmi des milliers qui jonchent le fond de l'Atlantique. Et à ses profondeurs, il partage son royaume avec des créatures qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Les abysses de l'Atlantique abritent certaines des formes de vie les plus étranges de notre planète. Descendez à 1000 mètres sous la surface et la lumière du soleil disparaît complètement. Vous entrez dans ce qu'on appelle la zone de minuit, un monde de ténèbres éternelles où la pression écrase, où le froid mord, où trouver de la nourriture relève du miracle. Et pourtant, dans cet enfer liquide, la vie a trouvé des solutions si ingénieuses qu'elles défient l'imagination. Prenez la baudroie abyssale. Ce poisson ressemble à un cauchemar devenu réalité. Sa bouche est garnie de dents acérées qui pointent vers l'intérieur, comme les barreaux d'une prison. Une fois qu'une proie est capturée, impossible de s'échapper. Mais le plus fascinant, c'est la lumière qui pend au-dessus de sa tête. Au bout d'une sorte de canne à pêche biologique brille un leurre lumineux. Ce leurre est rempli de bactéries bioluminescentes qui produisent une lueur verdâtre. Dans l'obscurité totale des abysses, cette lumière attire les poissons curieux qui s'approchent, pensant trouver de la nourriture. Au lieu de cela, ils finissent dans la gueule de la baudroie. Mais voilà le détail le plus bizarre. Seules les femelles ont ce leurre. Les mâles sont minuscules, parfois 100 fois plus petits que les femelles. Et quand un mâle trouve une femelle, il s'accroche à elle en la mordant. Puis son corps fusionne littéralement avec celui de la femelle. Ses organes dégénèrent jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une excroissance parasitaire qui fournit du sperme quand nécessaire.
La femelle peut porter plusieurs mâles accrochés à son corps comme des appendices supplémentaires. Dans un environnement où trouver un partenaire est presque impossible, cette stratégie garantit la reproduction. Le calmar vampire ne ressemble à aucun autre calmar. Son nom vient de sa couleur rouge sang et de sa cape de peau qui relie ses tentacules, lui donnant l'apparence d'un Dracula marin. Mais contrairement à son nom terrifiant, il ne suce pas le sang. Il se nourrit de détritus, de la neige marine, ces fragments de matière organique qui dérivent lentement vers le fond. Quand il se sent menacé, il ne crache pas d'encre comme ses cousins. À la place, il expulse un nuage de mucus bioluminescent qui brille intensément pendant plusieurs minutes, aveuglant les prédateurs pendant qu'ils s'échappent. Les isopodes géants ressemblent à des cloportes sous stéroïdes. Imaginez un cloporte de la taille d'un petit chien. Ces crustacés peuvent atteindre 40 cm de long. Ils errent sur le fond marin comme des tanks blindés, fouillant la boue à la recherche de cadavres. Un poisson mort qui tombe des eaux supérieures devient un festin. Les isopodes peuvent avaler des morceaux énormes et jeûner ensuite pendant des mois, voire des années. Leur métabolisme est tellement lent qu'ils peuvent survivre sans manger pendant 5 ans. Le requin du Groenland mérite une mention spéciale. C'est le vertébré qui vit le plus longtemps sur Terre. Les scientifiques estiment que certains individus ont plus de 500 ans. Il naissait à l'époque de la Renaissance et nage toujours aujourd'hui dans les eaux glacées de l'Atlantique Nord. Ces requins peuvent plonger jusqu'à plus de 1000 mètres de profondeur. Ils sont lents, presque léthargiques. Leur chair est toxique pour les humains à cause des concentrations d'urée. Et presque tous sont aveugles, leurs yeux rongés par de petits parasites qui s'y accrochent. Mais cela ne les empêche pas de chasser dans l'obscurité totale. Le poisson lézard stoplight est un chasseur furtif. La plupart des créatures bioluminescentes émettent une lumière bleue ou verte, car ces couleurs voyagent bien dans l'eau. Mais le poisson lézard stoplight émet de la lumière rouge. Or, la majorité des créatures abyssales ne peuvent pas voir le rouge. C'est comme s'il avait des lunettes de vision nocturne infrarouge. Il peut éclairer ses proies sans qu'elles le sachent, puis les attaquer par surprise. Sa mâchoire inférieure est littéralement une grille d'os sans plancher de chair. Elle se referme comme un piège à loup, avec une vitesse fulgurante. Les étoiles de mer à plumes antarctiques, découvertes récemment, possèdent 20 bras couverts de filaments. Elles se détachent du fond marin et nagent en agitant leurs bras dans un balai hypnotique. Leur corps ressemble à une fraise, avec des appendices qui les ancrent au sol quand elles se reposent. Mais quand elles nagent, elles deviennent des créatures d'une beauté alien, des fleurs vivantes qui dansent dans les courants. Ces créatures nous rappellent à quel point nous connaissons peu l'océan Atlantique. Chaque expédition découvre de nouvelles espèces. Certains scientifiques estiment que nous n'avons exploré que 5% des profondeurs marines. 95% reste un mystère absolu. Quelles autres merveilles se cachent dans ces ténèbres? Quels autres monstres magnifiques attendent d'être découverts? Mais l'Atlantique ne cache pas que des créatures vivantes. Il recèle aussi des fortunes perdues et des légendes qui hantent l'imagination humaine depuis des siècles. Le fond de l'océan Atlantique est jonché d'épaves. Des milliers de navires reposent dans les profondeurs, chacun avec son histoire, ses secrets et parfois ses trésors. Certains ont coulé lors de batailles navales féroces, d'autres ont été engloutis par des tempêtes monstrueuses, et quelques-uns transportaient des richesses qui feraient pâlir un roi. Ces épaves sont des capsules temporelles qui nous connectent au passé de manière unique. Prenez la flotte espagnole de 1715. 11 galions chargés d'or, d'argent et d'émeraudes naviguaient depuis Cuba vers l'Espagne. Ils transportaient le butin pillé dans les colonies du Nouveau Monde. Mais au large de la Floride, un ouragan les a pris par surprise. Les vents hurlaient avec une fureur démoniaque. Les vagues hautes comme des immeubles ont fracassé les coques en bois. Un par un, les navires ont sombré, emportant avec eux des fortunes inestimables. Pendant des siècles, ces épaves sont restées perdues. Mais en 1985, le chasseur de trésors Mel Fisher a découvert la Nuestra Señora de Atocha, l'un des galions de cette flotte. Ce qu'il a trouvé dépassait ses rêves les plus fous. Des lingots d'argent empilés comme du bois de chauffage, des chaînes en or massif longues de plusieurs mètres, des émeraudes de Colombie plus grosses que des œufs de poule. La valeur totale dépassait 400 millions de dollars. Et ce n'était qu'un seul navire parmi les 11 qui ont coulé. Mais tous les trésors ne sont pas faits de métaux précieux. Le SS Central America transportait 3 tonnes d'or quand il a sombré lors d'un ouragan en 1857 au large de la Caroline du Sud. Cet or provenait de la ruée vers l'or californienne. Des milliers de mineurs envoyaient leur fortune vers l'Est. Quand le navire a coulé, il a emporté avec lui non seulement l'or, mais aussi les rêves de centaines de familles. La perte a été si massive qu'elle a contribué à déclencher une panique financière aux États-Unis. L'épave a été découverte en 1988 à plus de 2000 mètres de profondeur. Les plongeurs ont récupéré des pièces d'or, des lingots, des objets personnels des passagers. Mais le plus précieux n'était pas l'or lui-même.
C'étaient les journaux intimes, les lettres, les photographies, préservés miraculeusement dans des coffres étanches. Ces documents racontaient les espoirs et les peurs des gens qui cherchaient fortune en Californie. Ils donnaient vie à une époque révolue. L'Atlantique cache aussi des navires de guerre chargés d'histoire. Durant la Seconde Guerre mondiale, des centaines de navires ont été torpillés par des sous-marins allemands au large des côtes américaines. Ces U-boots chassaient les convois de ravitaillement qui traversaient l'océan. Les cargos coulaient en emportant des tanks, des munitions, du carburant. Aujourd'hui, ces épaves forment des récifs artificiels où prospère la vie marine. Les tourelles des canons sont couvertes de coraux. Les cales, remplies autrefois de matériel militaire, abritent maintenant des bancs de poissons. Mais récupérer ces trésors pose des questions éthiques. Faut-il piller les tombes marines ? Ces épaves sont des sépultures pour ceux qui y ont péri. Beaucoup considèrent qu'elles devraient être laissées en paix. D'autres arguent que les artefacts récupérés permettent de préserver l'histoire. Le débat continue, mais une chose est certaine, l'Atlantique garde encore d'innombrables épaves inexplorées. Chacune attend qu'on vienne révéler ses secrets. Et parmi tous les mystères de l'océan Atlantique, il en existe un qui a capturé l'imagination populaire plus que tout autre, le triangle des Bermudes. Ce nom seul évoque des frissons. Une zone de l'Atlantique où des dizaines de navires et d'avions auraient disparu sans laisser de traces. Des récits parlent de boussoles qui deviennent folles, de conditions météorologiques qui changent en quelques secondes, de forces mystérieuses qui attirent les vaisseaux vers le fond. Pendant des décennies, le triangle des Bermudes a alimenté les théories les plus folles. Certains y voyaient l'œuvre d'extraterrestres, d'autres parlaient de portails temporels. Quelques-uns accusaient la technologie perdue de l'Atlantide. Mais que nous dit la science ? La vérité est bien moins spectaculaire que la légende. Le triangle des Bermudes n'existe tout simplement pas. Ou plutôt, il n'est pas plus dangereux que n'importe quelle autre zone très fréquentée de l'océan. Les chiffres le prouvent. Ni la garde côtière américaine, ni les compagnies d'assurance maritime ne reconnaissent cette zone comme particulièrement dangereuse. Le nombre de disparitions n'y est pas anormalement élevé quand on tient compte du volume de trafic. Mais alors, d'où vient le mythe ? Il a été créé de toutes pièces par des écrivains de science-fiction dans les années 50 et 60. Ils ont pris des incidents réels, les ont déformés, ont ajouté des détails inventés et ont créé une légende. Prenez le cas du vol 19, l'incident le plus célèbre. En décembre 1945, 5 bombardiers torpilleurs de la marine américaine ont disparu au large de la Floride lors d'un exercice d'entraînement. On a raconté qu'ils s'étaient évanouis dans des circonstances mystérieuses. La réalité est beaucoup plus simple et tragique. Le chef d'escadrille, le lieutenant Charles Taylor, s'était déjà perdu en mer à 2 reprises auparavant par mauvaise navigation. Ce jour-là, ses boussoles étaient défectueuses. Il a cru qu'il se trouvait au-dessus des Keys de Floride, alors qu'il était au-dessus des Bahamas. Il a volé dans la mauvaise direction pendant des heures, jusqu'à ce que les avions tombent en panne de carburant et s'écrasent en mer. Rien de mystérieux, juste une erreur humaine, amplifiée par des défaillances techniques. Mais certains phénomènes naturels dans cette région peuvent effectivement être dangereux. Le Gulf Stream, un courant océanique puissant, traverse la zone. Il peut déplacer des épaves ou des débris loin de leur position initiale, rendant les recherches difficiles. La région connaît aussi des tempêtes tropicales et des ouragans fréquents. Ces tempêtes peuvent se former rapidement et prendre par surprise les navigateurs. Les vents peuvent atteindre des vitesses folles, les vagues deviennent des murs d'eau qui broient tout sur leur passage. Il existe aussi un phénomène appelé les vagues scélérates. Ce sont des vagues géantes qui surgissent de nulle part, hautes comme des immeubles de 10 étages. Elles peuvent mesurer plus de 30 mètres de hauteur et apparaître même par mer relativement calme. Pendant longtemps, les marins qui rapportaient avoir vu ces vagues étaient accusés d'exagérer. Mais les satellites ont confirmé leur existence. Dans le triangle des Bermudes, les conditions sont parfaites pour que ces monstres se forment. Quand plusieurs systèmes de tempêtes convergent, leurs vagues se combinent et créent ces géants meurtriers. Le fond marin dans cette zone présente aussi des caractéristiques intéressantes. Par endroits, l'océan est peu profond, avec des récifs et des bancs de sable traîtres. À d'autres endroits, il plonge brutalement dans des fosses abyssales. Et justement, l'Atlantique abrite l'une des fosses les plus profondes de la planète, un gouffre qui défie l'imagination. La fosse de Porto Rico est une cicatrice dans le plancher océanique qui s'étend sur plus de 800 km le long du bord nord de l'île. À son point le plus profond, appelé Milwaukee Deep, elle plonge à 8380 mètres sous la surface. C'est le point le plus profond de l'océan Atlantique. Pour vous donner une idée de cette profondeur, si vous placiez le mont Everest au fond de cette fosse, son sommet resterait encore sous plus de 2 km d'eau. Cette fosse s'est formée là où la plaque tectonique des Caraïbes
glisse sous la plaque nord-américaine. C'est une zone de subduction, un endroit où la croûte terrestre est littéralement avalée par le manteau. Le processus génère des tremblements de terre puissants. La région autour de Porto Rico connaît une activité sismique intense. Les géologues craignent qu'un méga-séisme ne frappe un jour, déclenchant un tsunami qui dévasterait les côtes caribéennes et américaines. Mais ce qui fascine vraiment les scientifiques, c'est ce qui vit dans cette fosse. À des profondeurs pareilles, la pression est écrasante. Elle dépasse 1000 fois la pression atmosphérique. C'est comme si vous aviez 1000 éléphants empilés sur chaque centimètre carré de votre corps. Pourtant, la vie persiste. Des amphipodes géants, des concombres de mer translucides, des poissons au corps gélatineux ont été filmés dans ces abysses. Ces créatures ont développé des adaptations extraordinaires. Leurs cellules contiennent des molécules spéciales qui empêchent leurs protéines de s'effondrer sous la pression. Leur métabolisme fonctionne au ralenti pour économiser l'énergie dans un environnement où la nourriture est rare. Certains peuvent vivre des décennies, attendant patiemment qu'un cadavre d'animal tombe d'en haut et leur offre un festin. Les scientifiques ont à peine commencé à explorer ces profondeurs. Chaque plongée dans la fosse de Porto Rico coûte des millions et nécessite des technologies de pointe. Les submersibles doivent être conçus pour résister à des pressions qui pulvériseraient un sous-marin ordinaire. Les caméras doivent fonctionner dans l'obscurité totale et le froid glacial. Mais chaque expédition rapporte des découvertes stupéfiantes. De nouvelles espèces, des phénomènes géologiques inconnus, des indices sur le fonctionnement de notre planète. L'exploration de l'Atlantique connaît aujourd'hui une renaissance. Les technologies développées pour l'exploration spatiale trouvent de nouvelles applications dans les profondeurs marines. Des robots autonomes cartographient le fond océanique avec une précision jamais atteinte. Des submersibles pilotés à distance collectent des échantillons dans des endroits autrefois inaccessibles. Et ce que nous découvrons réécrit constamment notre compréhension de l'océan. En 2023, des scientifiques ont découvert 3 nouveaux champs de sources hydrothermales le long de la dorsale médio-atlantique. Ces oasis de vie grouillées de crevettes, de vers tubicoles et d'espèces jamais observées auparavant. Chaque source possédait sa propre communauté unique, comme des îles biologiques isolées les unes des autres. Cette découverte a révélé que nous sous-estimions drastiquement la biodiversité des profondeurs. Des expéditions récentes ont aussi cartographié en détail des épaves historiques. Le Titanic a été scanné entièrement en 3 dimensions, créant un modèle numérique si précis qu'on peut l'explorer virtuellement. D'autres navires perdus depuis des siècles ont été localisés grâce à des sonars sophistiqués qui peuvent détecter des anomalies sur le fond marin à travers des kilomètres d'eau. Les scientifiques étudient aussi comment l'océan Atlantique change face au réchauffement climatique. Les courants océaniques, qui régulent le climat mondial, montrent des signes de ralentissement. Le Gulf Stream, qui apporte de la chaleur vers l'Europe, pourrait s'affaiblir dans les décennies à venir. Les conséquences seraient dramatiques. L'Europe pourrait connaître des hivers beaucoup plus froids. Les schémas de précipitation dans le monde entier seraient perturbés. L'acidification de l'océan pose aussi un défi majeur. L'Atlantique absorbe une partie du dioxyde de carbone que nous rejetons dans l'atmosphère. Cela rend l'eau plus acide, ce qui menace les organismes marins qui construisent des coquilles ou des squelettes calcaires. Les coraux, les mollusques, les crustacés souffrent. Les écosystèmes entiers pourraient s'effondrer si cette tendance continue. Mais l'exploration apporte aussi de l'espoir. Nous découvrons que l'océan Atlantique est bien plus résilient que nous ne le pensions. Des zones qu'on croyait mortes montrent des signes de récupération quand on les protège. Les populations de baleines se reconstituent lentement après avoir frôlé l'extinction. Des aires marines protégées permettent aux écosystèmes de se régénérer. L'Atlantique nous rappelle notre place dans le monde. Nous ne sommes pas les maîtres de cet océan, nous en sommes les invités, et parfois les intrus. Pendant des millénaires, nous avons cru que l'océan était inépuisable, qu'il pouvait absorber tous nos déchets et supporter toute exploitation. Nous apprenons maintenant que nous avions tort. L'océan a des limites. Si nous les dépassons, les conséquences seront terribles, pour nous et pour toute la vie sur Terre. Aujourd'hui, vous avez plongé dans les profondeurs de l'océan Atlantique. Vous avez vu comment il est né de la fracture d'un supercontinent. Vous avez exploré la plus longue chaîne de montagnes de la planète qui se cache sous les vagues. Vous avez découvert des sources qui crachent de l'eau bouillante dans l'obscurité abyssale et abritent une vie qui n'aurait pas dû exister. Vous avez visité l'épave du Titanic, rencontré des créatures qui semblent venir d'une autre planète et démystifié le triangle des Bermudes. L'Atlantique est bien plus qu'une étendue d'eau salée entre les continents. C'est un monde à part entière, aussi étranger et mystérieux que n'importe quelle planète lointaine. Et nous ne faisons que commencer à gratter sa surface. 95% de ces profondeurs restent inexplorées. Des milliers d'espèces attendent d'être découvertes.
Des épaves chargées d'histoire reposent dans l'obscurité. Des phénomènes géologiques que nous ne comprenons pas façonnent le fond marin. Si cette exploration vous a fasciné, soutenez-nous avec un abonnement et un j'aime. Nous continuerons à plonger dans les mystères de notre planète, à révéler les secrets que cache l'océan et à vous montrer que la Terre est bien plus extraordinaire que nous ne l'imaginons. L'Atlantique garde ses secrets jalousement, mais petit à petit, nous les lui arrachons. Et chaque découverte nous rappelle à quel point notre monde est magnifique, fragile et digne d'être protégé.